Emmanuel, on se parle très souvent parce que c'est un ami et j'ai eu le plaisir en fait d'avoir son livre juste avant, juste avant qu'il sorte et juste avant le lockdown, le confinement. Donc j'ai une copie en réel. Emmanuel, le livre a été tout de suite sorti en version digitale, non? Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et donc je l'ai reçu. Et c'est au moment où on s'est retrouvé enfermés que j'ai commencé à le lire. Et on n'en a jamais vraiment trop parlé parce que je t'ai dit que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé, mais j'en ai pas parlé en détail. Quand tu dis en fait, la métamorphose est à la fois la force qui permet à tout vivant de s'étaler simultanément et successivement. Oui, Ce qui est assez à propos par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui oui, tout à fait. avec le virus couronné. Oui. Il y a une autre phrase, je peux te dire plusieurs phrases, puis réagir comme ça. Il y a une autre qui est très jolie, qui s'appelle Donner naissance à la migration de la vie, où tu dis la naissance est à peine célébrée collectivement. C'est très beau cette phrase. Nous en parlons à peine, nous la fêtons à peine, nous faisons à peine attention aux traces qu'un tel événement laisse sur nos corps et nos âmes. C'est très beau cette phrase. Merci. Continue, hein, tu me dis quand tu veux réagir. Hein. J'en ai plein comme ça. Peut-être, Ouais. j'ai réagi et surtout, avant de répondre à ta question, peut-être j'ai fait les résumés du livre aussi. Ouais, si tu veux, ouais. Mais c'est une manière déjà de répondre, de réagir à la première phrase que tu as relie. Ouais. En fait, les livres partent d'une fascination un peu bête, triviale, la fascination qu'un peu tout enfant a face à cette étrange transformation qui a lieu entre la chenille et les papillons. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que au fond, chenille et papillon, ce sont deux corps qui ne partagent rien, ni anatomiquement, ni éthologiquement, ni écologiquement. C'est-à-dire, ce sont deux corps qui ont des identités, des silhouettes totalement différentes et incompatibles. Ce sont deux corps qui ont des formes de vie, des ethos de moralité totalement différentes. La chenille, c'est un être qui passe sa vie à manger, qui considère la nature comme s'il était une espèce de norme, un McDo à sa disposition, alors que le papillon est un satyre qui ne pense que faire du sexe. Donc vraiment, les deux vies ne se collent pas, même pas d'un point de vue moral, et ils vivent dans deux mondes différents. D'ailleurs, c'est pour ça apparemment qu'ils traversent cette transformation, parce que chenille et papillon, l'un vit dans l'air, l'autre dans la terre, et donc ils ne peuvent pas se faire entrer en compétition l'un avec l'autre. Et ce qui est frappant, c'est tout d'abord que malgré cette différence morale de monde et d'identité des visages, c'est les mêmes moi. En fait, c'est la même vie qui s'étale dans ces formes différentes moralement, d'un point de vue écologique, de monde habité, et d'un point de vue de forme, en fait. Et donc, déjà, c'est intéressant parce que ça nous dit que la vie ne peut jamais être reconduite à une identité, voilà, un visage, à une identité morale. Ce n'est pas vrai du tout que nous sommes définis par un ethos. En fait, en tant que vivants, nous sommes ce qui peuvent passer d'une forme de vie à l'autre. Et on l'a vu dans les confinements, on est passé d'être complètement mondaines, qui passent leur vie dehors, à d'être qui restent 2 mois dans leur maison. Donc, il n'y a pas d'identité morale et il n'y a pas de monde qui puisse nous définir. La vie est ce qui passe d'un monde à l'autre, toujours en fait. Et l'idée du livre, c'est de saisir cette évidence, mais de l'élargir, en fait, d'en faire non pas quelque chose qui serait lié aux insectes. Déjà, les insectes, c'est la classe de vivants la plus nombreuse au monde. Donc, ça fait déjà quelque chose d'important, même si c'était une propriété seulement des insectes. Mais en fait, la métamorphose est, comme dire, ce même phénomène de continuité, malgré une très grande discontinuité de forme, a lieu entre tous les individus de la même espèce. En fait, ce qu'on appelle naissance est de ce même ordre. Au fond, on pourrait dire que moi, je suis les papillons de mes parents et je suis la chenille de ma fille. Et au sens littéral du terme, parce que
voilà, je commence peut-être la deuxième phrase que tu as lue, on vit dans un monde qui a été construit et bâti, pensé par des mecs, pour des mecs. Donc, il y a un tabou culturel incroyable qui est la naissance. On parle très peu de naissance. On parle tous les temps de mort. Il y a souvent des ouvrages sur la mort, etc. Mais la naissance reste quelque chose dont on parle très, très, très peu. Mais de fait, ce qui est étonnant dans la naissance, c'est que, en fait, pour exister, tout vivant doit s'approprier du corps et de la chair de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas une nouveauté absolue. Je suis la chair de ma mère. Et ça, c'est évident dans la grossesse. Dans la grossesse, il y a cette coïncidence telle qu'on ne peut plus savoir qui est la chair de qui prête la vie à qui, en fait. Mais la grossesse, c'est une espèce de cocon qui permet à la mère de faire cette magie incroyable. Au fond, faire naître quelqu'un signifie rajeunir à tel point son propre corps, de lui permettre de recommencer à zéro, de lui permettre de recommencer par les premières souffles. Non, ça veut dire, par exemple, que ce n'est pas vrai du tout que notre corps est défini par le vieillissement. Notre corps est défini, au moins les corps des femmes, est défini par cette capacité de rajeunir et rajeunir profondément. Et en plus, en donnant à son propre corps aussi des morceaux d'identité d'une autre personne, en fait, du père. Donc, mais il y a une continuité. La naissance est l'évidence de cette continuité, malgré la différence de forme qu'il y a entre tous les vivants qui appartiennent à la même espèce. Donc, au fond, j'ai à moi l'ADN de mon père et de ma mère. Je suis mon père et ma mère collés dans un seul corps. Mais mon père et ma mère étaient eux-mêmes la réunion des deux vivants. Donc, ça veut dire que moi, je véhicule, la vie qui m'anime est beaucoup plus ancienne que moi. Et elle est ancienne, elle a l'âge de la vie sur la Terre. En fait, l'âge qui coule dans mes veines, qui est à moi, en fait, a commencé au moment, à cause de la naissance, à cause du fait qu'il n'y a pas d'interruption, en fait, que la vie est transmise. Tu disais qu'il n'y a pas d'origine possible, en fait. C'est qu'on est forcément une répétition. Voilà. Et chacun de nous, on est, du coup, elle a la même vie du premier ancêtre, du premier vivant qui est apparu sur la Terre. En fait. Chacun de nous est ce même vivant qui n'a pas cessé de se transformer des chenilles en papillons tous les temps. Donc, tu appelles le vivant en fait une chimère. Tout vivant est une chimère. Oui, parce que l'autre, donc déjà, tous les individus de la même espèce sont cette chose-là, et après, au fond, c'est ça la chimère, c'est l'effet que, en fait, ce que Darwin a découvert, c'est que cette continuité existe aussi entre les espèces. La théorie de l'évolution veut dire que toute espèce est une papillon, et les papillons d'une chenille qui l'a précédée. Il n'y a pas des ruptures de continuité. Nous sommes des singes, des primates, qui ont juste changé quelque chose. Donc, ils ont appris à faire ça, ils ont perdu quelques poils, mais c'est exactement la même vie. Et ça, on le sait parce qu'on peut le constater. Il suffit de regarder notre ADN, qui est un patchwork, un bricolage à fond de toutes les vies que la vie a dû traverser avant de sculpter notre forme. Mais il suffit de se regarder au miroir. Au fond, si on se regarde au miroir, on se rend compte que presque rien de ce qu'on est exclusivement humain. En fait, on partage les yeux avec des milliers d'autres êtres vivants, d'espèces. On partage un nez avec des milliers d'autres espèces, la bouche avec des milliers d'autres espèces. Donc, du coup, si on doit faire le compte, en fait, on est vraiment à 1% humain. En fait, on vit une vie qui est déjà multispécifique, qui est déjà, on est à la fois un peu singe, un peu poisson, un peu virus, etc. Donc, on est une chimère parce que, comme la vie ne peut pas se construire des nouveaux comme il y a partant de la matière, elle doit toujours bricoler à partir de autres formes. Donc, toute espèce est un bricolage, est une chimère construite un peu à la va-vite à partir d'autres espèces. Il y a une grande partie de ton livre aussi consacrée, un des gros chapitres à cette idée de la réincarnation. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, on mange des corps des autres et qui se réincarnent en nous, et nous on se réincarne dans d'autres, sauf que c'est encore un peu un tabou. Mais
Tu peux parler, parce que c'est une des grandes idées du livre, quand même, cette idée de la réincarnation, cette manière de voir aujourd'hui la réincarnation. Oui, ça d'ailleurs, c'est les chapitres qui ont été inspirés aussi. Parce que je suis arrivé à si tu te rappelles, je suis arrivé à cette idée lorsque tu avais fait l'expo à Berlin, en fait. Ah oui. À propos de l'alimentation, en fait, donc l'idée c'était que en fait, il faut penser ce rapport entre chenille et papillon de métamorphose aussi pour penser ou comprendre ce qui se passe dans l'alimentation, parce qu'en effet, ce qui est troublant dans tout acte d'alimentation, c'est que manger signifie contempler que la vie qui anime un capre, une tomate ou un cochon ou les bœufs qu'on mange, c'est exactement la même vie qui animera nous 2 secondes après, en fait. Au fond, manger, c'est l'évidence que l'être mangé et les mangeurs sont animés par la même vie et que la vie qui anime les mangeurs peut passer sans problème d'une espèce à l'autre, d'un règne à l'autre et peut donner vie à moi. Et on cache cette évidence en parlant qu'il y a un transfert d'énergie, mais c'est une métaphore un peu ridicule parce qu'on n'a pas besoin d'énergie. Nous, on ne mange pas de l'énergie, sinon on pourrait mettre nos doigts dans des prises électriques et tout irait bien, en fait, alors qu'on mange toujours des vivants. Et c'est la vie qui nous anime, en fait. Et ce qui est scandaleux et ce qui engendre d'ailleurs toutes ces réactions un peu crispées, même de la part dans les débats animaliers, c'est que on ne veut pas admettre, parce que c'est un peu un abîme, que en fait, la vie d'un bœuf, c'est exactement notre vie. Donc, manger signifie faire réincarner le bœuf dans notre corps. Donc, ça veut dire aussi que la vie qui nous anime va être bientôt, lorsqu'on sera mort, la vie d'autres êtres vivants. En fait, un cadavre ne reste jamais tel, n'est pas la fin de la vie. C'est juste les moments où la vie est prête à passer, à animer, à se réincarner dans d'autres êtres vivants qui vont manger notre corps, en fait. Moi, je suis cette même ligne qui est arrivée jusqu'ici, mais cette continuité s'est produite aussi dans l'alimentation. L'alimentation, c'est ce passage de la vie d'espèce en espèce, en fait. Donc, moi, je suis la vie qui a animé tous les bœufs que j'ai mangés, tous les cochons que j'ai mangés. Dans le bestiaire, en fait, auquel que tu parcours, en fait, il y a bon, effectivement l'insecte et sa métamorphose de chenille à papillon, mais tu parles aussi des anémones. Oui, et des méduses, oui. Des méduses, pardon, des méduses. Et il y a une méduse très particulière dont tu parles, dont je retrouve plus le moment. Tu peux en parler de ça, parce que l'histoire est très belle, en fait. C'est une méduse dont on a constaté relativement récemment, parce que les méduses aussi traversent une sorte de métamorphose de 2 stades. Et on a découvert récemment que, en fait, ces méduses, face au stress, sont capables de régresser, en fait, et donc de rajeunir, en fait. Face au stress, c'est comme si, en fait, un papillon, face au stress, arrivait à redevenir chenille, en fait. Et donc, c'est intéressant tout d'abord parce que c'est un cas relativement unique d'être capable de faire cela, donc de rebobiner sa propre vie et de revenir à un état anatomique, donc plus indéterminé, exactement comme dans notre enfance, c'est beaucoup plus indéterminé que dans notre état adulte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces cas nous permettent de comprendre qu'il faut se libérer de l'idée que la vie est juste une flèche qui va de la jeunesse à la vieillesse. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Il y a de mouvements de rajeunissement tous les temps, dont la naissance est les cas plus éclatants, parce qu'effectivement, produire un nouveau-né signifie littéralement rajeunir anatomiquement son propre corps jusqu'à le faire revenir au jour zéro, en fait. Et donc, la vie, d'ailleurs, existe seulement à cause de cette puissance. Si elle était juste entropie, si elle était juste vieillissement, on aurait fini notre vie mais il y a des milliards d'années. Alors que ce qui rend la vie vivante, c'est cette capacité au fond, de détruire l'histoire, si vous voulez. Parce que c'est intéressant, même de ce point de vue, même si on la regarde du point de vue de la naissance, qui est un peu plus évident pour nous. Au fond, faire naître quelqu'un signifie qu'on transforme ce qui était nécessaire, notre histoire, notre expérience, dans quelque chose qui est purement potentiel, en fait. Et donc, on réouvre tous les possibles, en fait. D'un point de vue anatomique, comme d'un point de vue
culturelle, en fait. Donc, Timothy Morton, il parle de cette idée qui est aussi assez, que tu abordes aussi, de spectralité, c'est-à-dire que tout corps, en fait, est forcément spectral. Et toi, à la fin du livre, c'est-à-dire qu'on irradie, en fait, constamment, c'est compliqué de pouvoir délimiter l'homme aux limitations de sa peau. On irradie forcément d'autres choses. On le voit aujourd'hui avec le virus, on irradie constamment des spectres. Donc, on est tous spectrales. Et cette condition de spectralité, toi, tu la pousses même, puisque un des corps dont tu parles dans le livre, et c'est, je crois qu'à la fin, qui est très beau d'ailleurs, où tu parles du corps astral. oui. C'est joli, tu peux en parler un peu, c'est assez joli cette idée, on peut terminer aussi là-dessus en fait. Une chose intéressante du corps astral, c'est que en fait, pendant des siècles, on a un peu, par exemple, parce que nous, on s'interrogeait dans quel monde on est et on va s'interroger sur notre futur. Et c'est intéressant qu'en fait, on a toujours, pendant des siècles, des millénaires, on a pensé que les futurs étaient inscrits dans les ciels, en fait. Donc, que les ciels étaient porteurs du futur. Et donc, d'un futur qui venait d'extrêmement loin et qui était très éloigné de nous. Et qu'au contraire, on a considéré la Terre un peu comme une poubelle de l'histoire, comme un espace où s'accumulait, même la géologie continue à nous présenter la Terre comme quelque chose qui accumule un temps de manière même très étendue et lourde, où les passés s'accumulent en fait. Et c'est un étrange erreur de parallaxe, tout d'abord parce qu'on sait que d'un point de vue, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on sait que les ciels est l'exact contraire de ce qu'on imaginait. Ce qu'on voit, c'est les passés. En fait, les étoiles sont toujours des événements qui ont eu lieu. La lumière des étoiles qu'on voit a commencé il y a des milliers, des millions d'années. Donc, en fait, les ciels, c'est les passés absolus. C'est l'archéologie. Donc, il ne faut surtout pas regarder les ciels pour comprendre les futurs. On a du mal, et là, je viens à ta question, on a du mal à comprendre. Ça fait 100 siècles qu'on nous l'a dit, mais on a du mal à comprendre que la Terre, en fait, c'est une portion du ciel. En fait, la Terre, c'est du ciel, c'est un astre, exactement comme la Lune, Vénus, Mars. Donc, ça veut dire que tout ce qui habite la Terre est aussi ciel, est aussi corps astral, et que donc, du coup, si on tient à l'astrologie ancienne, les futurs est ici. Les futurs, c'est ce pullover, c'est les corps voilà, c'est les corps qui nous touchent, et que pour deviner les futurs, il faut scruter cette terre-là, en fait, parce que effectivement, les futurs ne viennent pas d'ailleurs, elle vient d'ici, elle vient de chaque atome qui nous touche. L'évidence la plus frappante d'à quel point la moindre fibre, les moindres atomes de la Terre, c'est du futur, parce que ça sonne un peu bizarre de les dire maintenant, mais les virus se font, avec un peu de simplification, au fond, un virus, c'est la machinerie qui permet à toute cellule de se reproduire et surtout de se développer. Donc, ça veut dire que tout virus est la force métamorphique par excellence, mais comme si elle avait été arrachée par des cellules et comme si elle pouvait flotter libre dans l'air. C'est une force métamorphique qui est capable de rentrer partout et d'échanger tout. Donc, de ce point de vue, elle est l'incarnation parfaite du futur. Elle est l'incarnation parfaite du futur aussi au sens littéral, dans le sens de la maladie, parce que les futurs est la maladie du présent. Au fond, c'est ce qui empêche, les futurs, c'est ce qui empêche au présent de rester tel qu'il est, comme ce qui l'oblige à se modifier, à changer. Et de ce point de vue, au fond, il faut tomber malade. Il ne faut pas avoir peur de cette maladie. Au contraire, il faut l'embrasser avec les plus de force possible. Et je pense que s'il y a quelque chose de positif de cette pandémie, c'est qu'elle nous a permis de nous libérer d'un passé qui était trop lourd sur nous. Et nous ouvre à nouveau un futur qui est un peu plus ouvert à nous. Ça dépend de nous. One thing really struck me that you said, and that was from the conversation around looking at the sky and the experience of the earth, like looking at the sky always for gods and for the future.
but it's actually like almost a reverse order. It's pure archaeology, it's pure past. So how, in terms of like understanding thinking about how much more future can exist on Earth, how this is also like, is something that drives your research also in relation to plants? Do you see like plants as future, I see what? Plants, like plants as a representation or a kind of like elements of the future itself? I would say that actually, so the idea is that because of metamorphosis, because of the fact that actually every future life is actually just a modification of the present life, it means that the future is already here. Actually, the future is not outside the Earth. The future is there, and the Earth is the flesh of the future, actually, because every body, in a way, contains and convey future in itself. So because of this capacity of producing metamorphosis. So from this point of view, it is just because of the fact there is no outside that the Earth contains its own future, and that everything is future. We see just future. We actually, what we see, you are already in the future in a way. Yeah. You already future just in a way drawn to the present, but you are future. It's a reincarnation of the present. Exactly. And but then if you are thinking like that, then actually, because another point which is interesting is the fact that past. In our representation, in the way we live, the past occupies a lot of space. The past is really always big, also in the geology. So mountains are the past, or the monuments are the past. And the past is big and very fragile. So the past has to be conserved, protected, and so on. The future is extremely powerful and exists in microscopic forms. So from this point of view, also, the best image for the future is a virus. Because it's actually pure power of transformation. It's just that. It's the matter that can trigger transformation in other bodies. So this is a very, in a very precise definition of future in biological terms. So from this point of view, the future is always microscopic. That's why we cannot see it, that's why it's so difficult to see. Also because the future is always what triggers a transformation. So it's not, even if you see a virus, you cannot see what the virus will trigger. So. Yeah, you cannot see what it will do, right? It could, because it's unpredictable possibilities. Exactly. Well, amazing. Thank you.